transformer soi-même. Ça veut dire que derrière, on assure tout le savoir-faire de toutes les professions, des restaurateurs, des cuisiniers, d'accord? Okay. Et donc, voilà, de plus en plus, malheureusement, et on assure aussi la survie du marché, d'accord? Parce qu'on peut comprendre qu'on se lève toutes les nuits. Moi, je vois des poissonniers qui se lèvent toutes les nuits pour venir à Rungis. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils font pour tenir toute leur vie professionnelle. C'est hallucinant, d'accord? On peut comprendre qu'on vient à Rungis pour choisir son merlan, choisir sa poulpe, quand il y a plusieurs origines qui vous sont proposées. Si c'est « bonjour, ça va ?» Si c'est pour trouver des produits qui sont transformés, qui sont conditionnés sous vide, vous arrêtez de vous lever toutes les nuits. D'accord? Donc progressivement, le marché est en train de chuter parce que malheureusement, il y a de plus en plus de produits transformés. Alors, on va passer dessous. Mais pour pas déranger les gens, on va se mettre les uns derrière les autres, ok? Ici, on est habilité à vendre des poissons d'eau de mer, des poissons d'eau douce, des crustacés et des cuisses de grenouille et des escargots. Voilà, dans cette palette de produits, chacun se positionne à sa guise. La tendance actuelle, c'est de plus en plus qu'il y ait des sociétés qui aient le monopole de tout, qui fassent de tout, d'accord? Et qu'il y a parfois certains grossistes qui sont spécialisés sur une enseigne, sur un produit ou sur une filière. Par exemple, des postes qui travaillent que sur des produits français, pêchés en petits chalutiers, etc. D'accord? Des produits plus confidentiels. Et pourquoi ils continuent à vendre pourquoi ils vendent les produits transformés si vous dites que ça fait... Parce que tout le monde consomme, de plus en plus aujourd'hui les consommateurs donc ça achète. Ça achète, oui, derrière ça achète. Les restaurateurs, vous voyez, tout ce qu'ils peuvent trouver qui est déjà fait, c'est un gain de temps incroyable. C'est pour ça que dans la restauration française, on a réintroduit le label fait maison, d'accord, pour éviter aux gens, aux restaurateurs, d'acheter ce type de produit. Parce que si vous achetez tout transformé, vous n'avez plus besoin, il n'y aura plus de cuisiniers bientôt, d'accord? Comme il n'y aura plus de fleuristes, parce que tous les Hollandais s'amusent le matin à confectionner des bouquets. Donc si on ne fait pas attention aux bouquets qu'on achète, eh ben, il n'y aura plus de un jour, il n'y aura plus de fleuristes. La viande, tout est prédécoupé dans les abattoirs. Donc un boucher, il peut s'installer sans même savoir découper une carcasse. Voilà. Donc c'est à nous, en tant que consommateurs, de savoir exactement comment on veut faire. Et c'est très compliqué parce que le poids de l'agroalimentaire est extrêmement fort. Sauf que le raisonnement est difficile parce que par exemple pour les restaurateurs français, le label fait maison, c'est le restaurateur qui doit se l'acheter. Donc on devrait au contraire venir le contrôler et lui attribuer, voilà. Et si c'est lui qui doit en plus avoir le souci de travailler, d'accord, d'assurer la pérennité de son métier et en plus de payer le droit de travailler convenablement, on est dans une espèce de folie furieuse, quoi, et de plein système de paradoxe, malheureusement. Donc vous pensez bien que c'est pour ça qu'il y en a tout le monde. Les jours où tout est ouvert, c'est les jours où il y a plus de clients. Et donc ça veut dire que derrière, les grossistes ont fait énormément de réassorts. Donc vous avez des produits en diversité et des produits en volume. Donc ça veut dire que le marché est beaucoup plus attractif que les autres produits. Récupération de tous les déchets en interne sur le marché. Tous les brûlés, les déchets qui ne sont pas recyclables, c'est bon ça bouge. Tous les déchets qui ne sont pas recyclables sont brûlés dans l'incinérateur qui est derrière vous. Ça permet de chauffer de l'eau qui va être distribuée et qui va chauffer la totalité des bureaux du marché. L'aéroport d'Orly, parce que les deux sites sont associés en région Île-de-France sur le plan économique, c'est le deuxième pôle d'activité en région Île-de-France et le premier bassin d'emploi en région Île-de-France, le marché de Rungis. Et puis on redistribue aussi de l'eau chaude pour chauffer les 3 communes qui entourent le marché, puisque le marché est central de 3 communes qui s'appellent Rungis, Thiais, Chevigny-la-Rue. Et on a retenu pour le marché de Rungis le nom le plus simple, le plus percutant, Rungis. Et deuxième chose, sur la droite, vous pouvez tourner la tête, là, c'est bon, c'est un terminal ferroviaire, d'accord, pour la réception des fruits et légumes qui viennent notamment du marché de Perpignan. Et le marché de Perpignan est relié directement au sud de l'Espagne, d'accord, pour l'approvisionnement de toute l'Europe entière en fruits et légumes. J'en parlerai plus tard quand on parlera au secteur des fruits et légumes. Donc on quitte le secteur de la marée, donc qui a fini
Tous les jours, vous avez 13 000 salariés qui viennent travailler sur le marché, l'administration du marché et tous les acteurs de chaque secteur. Chaque société a son personnel. Bon, et vous avez toutes les personnes qui viennent au volant de leur camion pour l'approvisionnement du marché. La raison pour laquelle, si on met tous ces chiffres bout à bout, on peut imaginer que vous avez à peu près 50 000 personnes qui fourmillent sur un délai de 24 heures sur ce site. Pas la première, mais la seconde. De gros qui existent au monde et qui gèrent sur un seul et même site une diversité importante de produits. Vous avez 5 secteurs d'activité réunis, comme j'ai dit précédemment. Pour les personnes qui sont arrivées en retard, les fleurs, les produits de la mer, les produits carnés, les fruits et légumes, les fromages et les produits laitiers. C'est le seul marché au monde qui propose une telle diversité sur un seul et même site. Il y a 2 marchés dans le monde qui concurrencent le marché de Rungis, c'est le marché aux poissons à Tokyo et le marché aux fleurs à Amsterdam, donc des marchés monoproduits. La force et l'unicité du marché de Rungis, c'est de réunir sur un seul et même site cette diversité de produits. C'est la raison pour laquelle ça attire aussi une clientèle du monde entier. Forcément, s'il y a des gens du monde entier qui viennent en tant que clients sur le marché, ils essayent simultanément d'approvisionner aussi le marché. Bon, donc c'est la raison pour laquelle on peut dire que le marché de Rungis est le marché qui propose une diversité de produits, la diversité de produits la plus large. À gauche et à droite. La chicane. Attention. Parfait. Super. Voilà. Récemment, par exemple, j'ai fait visiter le marché de Rungis à un boucher qui venait de Nouvelle-Calédonie pour faire des achats à Rungis. Pourquoi est-ce qu'il venait à Rungis? Tout simplement parce qu'il avait besoin d'acheter de la volaille. En ce moment, il y a la grippe aviaire sur son continent. Donc, il avait besoin d'acheter du poulet, du canard et du lapin. À gauche, s'il vous plaît. Et il vient de s'acheter une rôtisserie. Et quand ses clients lui commandent un poulet rôti, il demande en complément un légume d'un pomme. Donc, il avait besoin d'acheter des haricots verts et de la pomme de terre pré-cuite, découpée, conditionnée sous vide. Il savait qu'en venant à Rungis, il trouvait forcément réunis sur ce marché les 2 produits qui appartenaient à ses demandes. Donc il gagnait du temps et il gagnait de l'argent parce qu'il avait un seul déplacement à payer, un seul billet d'avion à payer et au niveau du temps, il gagnait également du temps. C'est la raison pour laquelle des clients du monde entier viennent ici. Et l'autre intérêt aussi de venir à Rungis, c'est que c'est le théâtre de la grande bouffe. Donc éventuellement, c'est ici que les produits sont identifiés comme faisant potentiellement partie de la consommation courante. J'entends par là que c'est comme le grand théâtre de la bouffe. Alors, les produits rentrent en scène, les nouveaux produits rentrent en scène comme des comédiens. Ils font la preuve de leur qualité nutritive, gustative, etc. Droit. Et après à droite, il vous laisse passer. Si les produits sont référencés, officialisés par le marché, ils deviennent des produits de consommation courante. S'ils ne retiennent pas l'intérêt du consommateur, les produits dégagent du marché et doivent trouver d'autres voies officielles pour exister. Je vais donner 2 exemples. On continue droit, au rond-point, on va à gauche.
la viande. C'est un secteur qui est excentré par rapport au reste du marché parce que c'est un secteur qui a déménagé plus tardivement que le reste du marché. D'accord. Autrefois, le marché était plein central de Paris, c'était le marché des Halles. D'accord. C'est un marché qui existait depuis le XIe siècle, depuis le Moyen-Âge. Et c'est un marché qui avait pour vocation de sédentariser à l'époque des populations nomades. D'accord. Donc le marché s'était implanté au pied de la Seine. D'accord. Et progressivement, une cité s'est organisée autour de ce marché. Aujourd'hui, cette ville porte le nom de Paris, d'accord, et le marché n'avait pas la capacité à augmenter sa superficie de vente alors que la population parisienne et la population de la région parisienne ne cessaient d'augmenter en nombre. Donc il fallait impérativement déménager le marché à l'extérieur de la ville. Les conditions sanitaires n'étaient plus respectées. D'accord, on disait qu'à Paris, il y avait plus de rats que d'habitants. C'était trop cher de transformer les pavillons Baltard dans lesquels toute l'activité du marché des Halles était déclinée avec toute la mise en place de la chaîne du froid. Et donc c'était mieux de tout détruire et de transférer le marché à l'extérieur de la ville de Paris. D'accord. Donc c'est le général de Gaulle qui en 1960 impose le déménagement à l'extérieur de la ville. À ce moment-là, on identifie ce site à proximité de l'aéroport d'Orly parce qu'intelligemment on se dit qu'en France il y a tout un savoir-faire autour du produit alimentaire frais, d'accord, et qu'on ambitionne de devenir le marché de référence à travers le monde entier. Donc c'est intelligent de s'implanter à proximité d'une plateforme de fret aérien pour permettre la réception des produits du monde entier et en même temps le départ des produits pour rayonner à travers le monde entier. Donc il y a 3 km, 2 km 5, 3 km de distance entre l'aéroport d'Orly et le marché de Rungis. Sauf que vous connaissez le grand pragmatisme des Français. Il y a des étrangers comme ça, ils vont pouvoir se moquer un peu des Français. Comme la construction et l'élaboration du marché de l'aéroport d'Orly a préexisté à la construction du marché de Rungis, ils ont oublié d'implanter des chambres froides. Donc forcément, les produits ne peuvent pas transiter par l'aéroport d'Orly. Tout arrive à l'aéroport Charles de Gaulle et tout est acheminé en camion jusque sur le marché de Rungis. Voilà. Donc en 1960, donc, le général de Gaulle impose le déménagement du marché à l'extérieur de la ville. On identifie ce lieu, les travaux durent 8 ans, le marché ouvre ses portes sur ce site début mars 1969, dans un mécontentement général, parce qu'on est à l'extérieur de la ville, et compte tenu de la distance imposée, tous les clients du marché ont la contrainte d'avoir un véhicule. Or, les gens utilisaient tous les transports, les réseaux des transports en commun parisiens pour venir acheter des produits aux Halles. On venait en métro, on venait en bus, d'accord ? Ici, la contrainte de la distance impose un véhicule. Progressivement, les gens y trouvent leurs repères, d'accord, parce que tout simplement aussi, on passe d'un marché de 12 hectares à un marché de 700 hectares. Donc effectivement, les professionnels se rendent compte qu'ils vont pouvoir toucher une clientèle beaucoup plus large et qu'ils vont avoir la possibilité de faire du business multiplié par 100. D'accord. Donc progressivement, le déménagement se fait le temps d'un week-end pour ne pas casser l'activité économique et progressivement, tout le monde trouve ses repères et le marché connaît ses heures de gloire, c'est clair. La viande, elle déménage plus tardivement parce qu'en 1969, la consigne, c'est que les bêtes sont tuées à proximité des lieux de consommation. Donc, pour anciennement le marché des Halles, il y avait au nord de Paris les abattoirs de la Villette. Et dans le 15e arrondissement, au niveau de Vaugirard, les abattoirs pour la viande chevaline. Donc, tout le marché des Halles déménage, à l'exception de la viande qui reste concentrée à la Villette. En 1973, la législation concernant l'abattage des viandes évolue tout simplement parce que comme les bêtes circulaient vivantes dans des camions des lieux de production jusqu'aux lieux de consommation, du fait de la contrainte du transport, les bêtes étaient stressées et ça impactait sur la qualité de la viande parce qu'il y avait des vaisseaux sanguins qui pétaient et la viande était moins tendre et surtout visuellement la viande était de moins belle qualité. Donc du coup le consommateur en achetait moins. D'accord ? Donc en 1973, la législation concernant l'abattage de la viande évolue. À partir de 1973, les bêtes sont tuées à proximité des lieux d'élevage, ce qui paraît plus cohérent et plus sensé. À ce moment-là, on ferme les abattoirs de la Villette et donc l'activité de la viande peut rejoindre le reste de l'activité du marché de Rungis.
Et donc on construit pour la viande un quartier un peu isolé du reste. Vous avez vu que on a fait une longue distance. Ailleurs, tout peut se faire à pied d'un pavillon à un autre. Ici, on est obligé d'utiliser un car, d'accord? C'est plus excentré. Dans ce secteur, il y a un pavillon de volaille dans lequel on vend, quand c'est la période, le gibier également, un pavillon de triperie, 2 pavillons de découpe de viande de porc et le pavillon dit de viande de boucherie traditionnelle qui est le pavillon dans lequel nous nous trouvons actuellement. Autrefois, le marché était très spécialisé, chaque pavillon était très spécialisé sur son produit. De plus en plus, tout est en train de se généraliser, tout simplement pour pouvoir permettre aux grossistes de faire de plus en plus de chiffre d'affaires. Et les grossistes ont besoin de faire de plus en plus de chiffre d'affaires parce que la présence sur le marché de Rungis est extrêmement coûteuse. Vous voyez une travée, c'est l'espace, d'accord, entre 2 poteaux. D'accord ? Ça se loue 10 000 € de loyer par mois. Donc ça veut dire que Renault, qu'on a vu tout à l'heure, qui avait 9 portes, il a déjà 90 000 € de loyer par mois. Okay ? En interne, toutes les charges lui appartiennent. Tout l'aménagement intérieur et toute l'électricité, l'eau, etc., etc. C'est extrêmement prestigieux d'être à Rungis. Les prix des loyers ne cessent de grimper. Paradoxalement, en ce moment, l'activité ne cesse de décroître. Bon, voilà, trouver la logique. Voilà. Donc forcément, les grossistes, dès qu'ils peuvent vendre un nouveau produit et derrière ils ont de la clientèle, forcément ils cherchent à le faire parce que ça génère du chiffre d'affaires. Et en plus de payer vos loyers, vous devez payer un DPA qui est un droit de première accession qui est comme un espèce de droit au bail. D'accord ? Et les DPA peuvent atteindre des sommes absolument faramineuses. Là sur le côté, il y a un stand qui est fermé. Je crois qu'il y a 6 portes. D'accord ? Il est fermé depuis 3 ans parce que la direction du marché demande 1 million d'euros de DPA juste pour pouvoir prendre possession d'un espace qui va vous permettre après de décliner votre activité et d'avoir tous les mois votre loyer de 60 000 €. Voilà. Donc pour moi, les gens intelligents, ils ont compris que c'est pas comme ça que ça fonctionne maintenant. D'accord ? L'argent ne coule plus à flot comme autrefois. Et donc forcément les gens... Voilà, et donc depuis 3 ans, le poste est vide. Voilà. Ils préfèrent le laisser. C'est dommage. C'est ce que je constate en tout cas, puisque rien ne bouge. Et Metzger qu'on a vu dehors, ouais. Alors lui c'est quoi? Parce que lui c'était un boucher au départ, Metzger. Ouais. Et du coup là maintenant il est grossiste en plus? Oui, il est grossiste et il s'est positionné sur toute la filière des produits... D'exception dans ce sens, toutes les ventes d'exception. Enfin, non, attendez, des ventes d'exception, c'est ce qu'il dit. Ouais. Ah, c'est le seul boucher qui a de l'argent pour faire de la pub à la radio quand même. Moi, voilà. Ça me sidère. Parce qu'il s'est positionné sur toute la filière de la viande aidez-moi. Rassis, la viande. Ah oui, non. Oui, la viande, je trouve pas mon mot. La viande rassis. Voilà, la viande vieillie. Voilà. Et donc, du coup, la viande maturée. Oui, du coup, il est sur un secteur. Et du coup, secteur... en ce moment, il est... Voilà. Enfin, mais par contre, il n'est pas ici, il est pas... Il est là. Il est derrière, c'est ça. Il s'est isolé des autres. Il s'est isolé des autres. Parce que ça a dû lui coûter aussi... Ah bah ça lui prend de bonbons. Bien sûr, ça c'est clair. Ouais. Oui, vous payez par mois un loyer par mois. Mais ceux-là, ils payent des fois. Ah, ils payent 10 000 € de loyer par travée. Ah si, vous avez payé au début, c'est comme quand vous louez un appartement, vous payez un droit au bail. Voilà. Non, il n'y a personne qui veut déposer 1 million d'euros. Pour pouvoir mettre 1 million d'euros et derrière, alors la revendication du marché, c'est que derrière, on assure du volume de clientèle et du volume de marchandises. Enfin, là, c'est 1 million. Enfin, à la fois, oui et non. Sans compter l'installation. Sans compter l'installation. Alors, l'installation ici, elle est faite parce que c'est tout le réseau des rails au plafond. Et quel que soit le produit, c'est 10 000 € la travée, le poisson aussi le poisson, là où il y a la chaîne du froid qui est contrôlée, qui est de haute technologie. D'accord, de haute technicité et là où c'est contrôlé régulièrement. Donc c'est le poisson, c'est la viande, c'est les fromages. Voilà. Donc, ailleurs ça vaut moins cher. Un carton c'est bon?
va? J'ai appris un certain nombre de choses et j'ai à cœur de les transmettre maintenant. Mais voilà, en ayant de plus en plus malheureusement un regard critique et Oui, c'est ce qu'on voilà, entend. c'est dommage. C'est un travail absolument exceptionnel, mais malheureusement, voilà, aujourd'hui, La consommation d'aujourd'hui fait que tout est... la consommation évolue. Ouais, ouais. Voilà, et puis surtout, non, surtout aussi, il y a beaucoup de gens qui considèrent que comme c'est un marché qui a le monopole, voilà, ils peuvent tout faire. Voilà, aujourd'hui, on peut tout faire même, voilà, parce qu'il y a trop de filières annexes d'approvisionnement avec Internet. Ouais, ouais. Les circuits courts, Les circuits courts. Voilà. Et tous les produits bio. Et en même temps, c'est parce que et puis en même temps, tu as des coûts en plus de positionnement. Super. Ouais, on a bien travaillé. Donc regardez derrière, vous avez la découpe là. Il y a des gens qui sont en train de découper de la viande. Donc vous avez l'espace de vente devant, les salles de découpe, d'accord? Les morceaux qui sont vendus sont repoussés vers l'extérieur du pavillon et les morceaux invendus reviennent devant, individualisés, voilà, en attente que le prochain client les achète. Alors qu'au départ, les carcasses arrivent forcément entières. Ça c'est du veau, d'accord? Les veaux, pour des animaux qui ont entre 4 mois et 6 mois, ça pèse entre 150 et 200 kg. Le poids est multiplié par 2, la bête entière, avec sa peau, sa tête, ses pieds. La tête et les pieds et les viscères sont envoyés au pavillon de la triperie et les carcasses arrivent ici. D'accord ? Pour faire un point unique de collecte en fait. Quoi. Ouais. C'en est pas? Ah là, oui. Fromage. Moins 50%. Ah oui. Monsieur Jean-Luc, comment allez-vous?
étiqueté doublement depuis cette zone. Les produits qui sont pas conformes sont chargés et rechargés dans les camions et ça repart à l'abattoir. D'accord? Dans chaque secteur, vous avez un directeur de secteur qui travaille avec les vétérinaires. Les vétérinaires font des contrôles sauvages. D'accord? Donc vous devez en permanence garantir la qualité du produit que vous rentrez sur le marché. Il en va derrière de votre réputation. Parce que n'oubliez pas que je vous ai dit, comme aucun prix n'est indiqué, il n'y a aucune information, tout le monde parle avec tout le monde. Donc si par hasard, une enseigne fait rentrer un produit défectueux, toute la clientèle le sait en une traînée de poudre. D'accord? Donc, une grosse partie de votre travail, c'est au départ d'assurer l'approvisionnement et le contrôle de la marchandise avant de la mettre en scène pour qu'elle soit vendue. D'accord? Donc, les produits sont doublement tracés, c'est-à-dire deux étiquettes identiques avec la carte d'identité de chaque bête. On sait où toutes les bêtes sont nées, où elles sont élevées, là où elles ont été abattues, là où elles seront découpées. D'accord? Il y a une étiquette qui reste à poser sur la carcasse. Le boucher, qui est le client principal de ce pavillon, part avec la carcasse entière et tracée. Ce qui veut dire que quand nous, il nous la vend dans sa boucherie, après l'avoir vendu, il n'a pas fait rapide, il peut nous tracer exactement ce qu'il vend. Et nous sommes aussi en... Nous avons la possibilité de la traçabilité du morceau qu'on nous vend. Ok? Et l'autre étiquette identique, ça reste pour la comptabilité en interne de la société. Ok, tout le monde